Désolée de mon absence ces dernières semaines, mais j'avais des problèmes urgents à régler qui ont nécessité de la concentration et du temps. Mais la rétrospective de la semaine pédocriminelle est toujours là et ça, c'est le principal. Alors, c'est parti. Première partie, dans le monde. Numéro 1. 10 avril 2024 au Mexique. Arrestation au Mexique d'un cyberprédateur. Vous voyez ici la vidéo de l'arrestation d'un cyberprédateur mexicain ayant fait au moins 15 victimes âgées de 8 à 10 ans dans différents pays. 8 en Espagne, 2 en Argentine, 2 au Mexique, 1 en Colombie, 1 aux États-Unis et 1 au Venezuela. L'enquête en cours cherche à savoir s'il y a d'autres victimes. La police nationale mexicaine, dans le cadre d'une opération conjointe impliquant 6 pays et coordonnée par Ameripol, ont localisé 15 victimes de cyberharcèlement sexuel. Et grâce à la plainte d'un père en Espagne début mai 2024, suite à la découverte du partage de photographies montrant les parties intimes de son fils avec un utilisateur d'une plateforme de jeux et de messagerie instantanée en échange de récompenses dans les jeux, que ce prédateur a été arrêté. Il utilisait une technique de grooming qui prend les enfants en otage et les empêche de dénoncer leurs bourreaux. Le grooming, aussi appelé prédation en ligne, est une forme d'exploitation et d'abus envers les enfants sur Internet. Les adultes mal intentionnés utilisent diverses tactiques pour gagner la confiance des mineurs dans le but d'établir une connexion émotionnelle. Ces connexions sont ensuite exploitées à des fins préjudiciables, souvent à caractère sexuel. Le grooming peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est une réalité à laquelle nous devons tous être attentifs, notamment dans notre utilisation d'Internet. Éduquer nos enfants, surveiller leur interaction en ligne et prendre des mesures en cas de soupçon de grooming sont des étapes essentielles pour assurer leur sécurité numérique. Si vous suspectez un cas de grooming, il est essentiel d'agir rapidement. Encouragez l'enfant à partager ses expériences sans le juger ou le blâmer. Signalez le comportement suspect aux autorités compétentes et, si possible, conservez toutes les preuves possibles comme les messages ou les images. C'est pourquoi il est important que les parents contrôlent ce que font leurs enfants sur Internet. Parce que s'ils sont sous le contrôle de quelqu'un, ils ne vous le diront pas spontanément. Numéro 2, 16 avril 2025 en Colombie, un pédocriminel fugitif arrêté, Manuel Enrique Arenas. Manuel Enrique Arenas, alias El Duende, 42 ans, un pédocriminel fugitif recherché par Interpol, vivait à Ciudad Bolívar, dans le sud de Bogota, en Colombie. Il a été arrêté. Interpol le considère comme l'un des plus grands prédateurs sexuels d'enfants recherchés par plusieurs pays. Cet individu repérait ses victimes sur les réseaux sociaux. Il enregistrait les abus infligés aux enfants qu'il recrutait sur les réseaux sociaux en usant de tromperies, à travers des cadeaux, des bonbons ou parfois d'arrangements financiers. La police a localisé le domicile du prédateur à Bogota. Au domicile du pédocriminel, la police a trouvé des peluches et des jouets qu'il offrait aux enfants qu'il violait. Plus de 7000 images et vidéos ont été retrouvées, contenant des vidéos d'abus sexuels sur des mineurs. Les enquêteurs ont confirmé les caractéristiques des chambres où il violait les enfants lors des analyses des vidéos, certains abus ayant même été commis le jour même de la perquisition. Les vidéos étaient vendues à travers des dizaines de réseaux sociaux. Suite à une alerte d'Interpol France à la Colombie, les enquêteurs ont découvert l'identité du criminel dans une base de données partagée par les autorités du monde entier, appelée ICSE. L'enquêtrice a expliqué: dans cette base de données, nous avons retrouvé 2 vidéos dans lesquelles l'adulte avait des relations sexuelles avec un mineur, et ce sont les mêmes caractéristiques que nous avons retrouvées sur le profil Facebook public de cette personne. Selon le code pénal colombien, il encourt une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 1500 salaires minimum. Je suis allée sur sa page Facebook sur laquelle il n'y a plus rien, bien évidemment. Par contre, j'ai trouvé un deuxième compte, relié à Manuel Enrique Arenas, mais avec le pseudo de John Ruiz. Du ménage avait été fait, mais je ne sais pourquoi il restait 3 publications, dont celle-ci, avec un commentaire qui pourrait paraître anodin sans le contexte. Je suis donc allée sur le compte de Leandro O, et là, bingo, un pédo. Si on regarde les amis, ce ne sont que des enfants, des jeunes garçons, et si on va dessus, les photos avec des petits cœurs, je vous aime, etc. Et voilà, encore un compte à signaler. Bon, depuis, le compte a été vidé, mais d'autres comptes sous le pseudo de Manuel Enrique Arenas ont popé, et toujours de jeunes hommes et de jeunes garçons. C'est ignoble. Je crois que j'ai signalé au moins 50 comptes à Facebook depuis que j'ai fait ces recherches et une dizaine de comptes français à Pharos. Et je comprends pourquoi Pharos est complètement dépassé. Numéro 3, 30 janvier 2025,
USA et France. 4 membres d'un groupe nazi en ligne, dont un individu de 28 ans qui habite Antibes, accusé d'avoir exploité des mineurs, ont été inculpés pour production de pédopornographie. Ils encourent de 20 ans de prison à la perpétuité. Ils auraient manipulé et contraint des enfants à produire du matériel d'abus sexuels sur mineurs et des images d'automutilation. Ils auraient au moins 16 victimes mineures dans le monde. Voici les accusés. Colin W, 23 ans, de Brighton dans le New Jersey, Clint B, 41 ans, de Paua'a à Hawaï, ont été arrêtés en janvier 2025. Rohan R, 28 ans, à Antibes, en France, et Caleb M, 24 ans, de Spring, au Texas. Selon l'acte d'accusation, entre 2019 et 2022, ces hommes étaient membres de Cult, un groupe en ligne prônant le néonazisme, le nihilisme et la pédophilie comme principes fondamentaux. R, W et M ont agi en tant que dirigeants et administrateurs de l'entreprise Cult, hébergeant et gérant les serveurs en ligne de Cult et contrôlant les membres du groupe. Les membres auraient manipulé des enfants vulnérables pour produire de la pédopornographie via des actes dégradants tels que se couper les cheveux et les manger, boire leur urine ou se mutiler avec des lames de rasoir. Certains enfants auraient été poussés au suicide en direct. Les victimes hésitant ou menaçant de dénoncer étaient intimidées par des menaces de diffusion publique des images compromettantes. Dans certains cas, ces menaces ont été exécutées. R est détenu en France depuis 2022 pour des accusations similaires. Son procès prévu le 3 mars 2025 à la Cour criminelle départementale a été renvoyé devant la Cour d'assises de Paris en raison des actes de barbarie et de torture. Je suis coupable, j'assume tout, je suis désolé de ce que j'ai fait. Depuis son box, ce lundi 3 mars, au sein de la Cour criminelle de Paris, Rohan R n'a pas cherché à nier les faits. Aussi, il s'est décrit lui-même comme un psychopathe dénué de toute émotion, fasciste, masculiniste. Pendant des années, l'homme a tiré et piégé des adolescentes via le forum Discord, créé et administré par ses soins. Rohan R, qui reconnaît une fascination depuis son adolescence pour la fraternité aryenne et le fascisme, et être excité par le sang et la violence, avait ouvertement exprimé dans une publication remontant à août 2022 son intention de créer une réserve inépuisable d'esclaves pour satisfaire son sadisme. Dans un manuel intitulé How to Get a Girl, l'adolescent se décrivait comme un gourou, se vantait d'avoir plusieurs centaines de jeunes filles sous son emprise et expliquait son mode opératoire. Les enquêteurs ont retrouvé dans son ordinateur et son smartphone des dizaines de vidéos où des adolescentes sous emprise âgées de 11 à 16 ans se scarifiaient. Devant la cour criminelle, il encourait 20 ans et devant la cour d'assises, il encourra la perpétuité. Quant à M, il purge actuellement une peine de 50 ans en Virginie pour crimes sexuels commis entre 2020 et 2021. S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent une peine minimale de 20 ans et maximale de réclusion à perpétuité. Numéro 4. 22 avril 2025, Espagne, Maroc, Turquie, République tchèque et Thaïlande. Qui est Younes En-Nassiri, le pédocriminel marocain qui a violé une centaine d'enfants? Younes En-Nassiri est une ancienne victime, devenue complice actif du réseau pédocriminel Trinity, géré par les Français Jean-Luc Ashbacher et Christian Bernard Georges Arson. Les deux Français sont les pédocriminels les plus prolifiques jamais arrêtés en Espagne. Il était fugitif depuis 2019 de justice catalane qui a requis 1088 ans de prison à son encontre et a été capturé ce 17 avril par la police sur mandat d'arrêt d'Interpol alors qu'il séjournait dans un hôtel de luxe à Bodrum, en Turquie. Entre le 18 et le 26 septembre 2010, Jean-Luc Ashbacher et Christian Bernard Georges Arson, dirigeants du plus grand réseau de pédocriminalité ayant opéré en Espagne, se sont rendus dans des zones reculées du Maroc pour y recruter nombre de leurs victimes, en grande majorité des mineurs. Les deux pédocriminels bénéficiaient de la complicité d'un jeune Marocain qui avait auparavant été leur victime. Durant cette semaine à travers le pays nord-africain, Younes En-Nassiri a servi de guide à ces deux prédateurs sexuels. Younes, en plus d'être recruteur, faisait office de traducteur. L'année suivante, ces trois hommes sont retournés au Maroc. Ils avaient besoin de plus d'images à distribuer ensuite à des pédocriminels du monde entier. Ce réseau de pédopornographie a été démantelé par les Mossos d'Esquadra en 2015. 6 ans plus tard, le 31 mars 2020, la 4e section de l'audience provinciale de Tarragone a condamné Jean-Luc Ashbacher à 240 ans de prison pour des faits de recrutement et d'abus sexuels continus sur mineurs, production et diffusion de pornographie infantile et appartenance à une organisation criminelle. Son complice, Christian Bernard Arson, a été condamné à 19 ans de prison, une peine bien moindre.
Entre autres raisons, le jugement a reconnu qu'il n'avait pas commis d'abus sexuels, sa participation se limitant à l'enregistrement, la production et la diffusion des abus commis par le chef du groupe. Les deux hommes se sont retrouvés sur le banc des accusés après avoir été en fuite pendant plus d'1 an et demi jusqu'à leur arrestation dans le sud de la France. Les faits établis par ce jugement indiquent qu'un groupe d'au moins 7 pédocriminels a recruté des enfants de 11 à 16 ans issus de milieux vulnérables à Tortosa, mais aussi à Barcelone, Valence et au Maroc, en République tchèque ou en Thaïlande. L'enquête a permis d'identifier plus de 100 victimes, même si moins d'une vingtaine ont pu être localisées. Près d'1 millier de vidéos et d'images pornographiques issues de plus de 300 tournages ont été détectés. Mais Younes El Nassiri n'était pas présent lors de ce procès. Le tribunal l'a déclaré en fuite et a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Sa traque a duré jusqu'au 17 avril dernier. Il se cachait en Turquie. Son arrestation a été rendue possible grâce à une alerte d'Interpol. Il séjournait dans un hôtel de luxe à Bodrum, un petit et coquet village côtier de l'ouest du pays. On attend désormais que la Turquie extrade El Nassiri pour qu'il réponde de ses actes devant la justice espagnole. Deuxième partie, en France. Numéro 5, 18 avril 2025 en Haute-Savoie. Après le suicide du jeune Yanis, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, appelle à renforcer l'accompagnement de ces victimes et à les informer de manière obligatoire et systématique en cas de libération de leur agresseur. L'homme déjà condamné pour des faits similaires avait reçu en octobre 2023 une peine de 5 ans de prison ferme pour l'agression de ce garçon. Il a été remis en liberté début février et était revenu vivre à quelques kilomètres de l'adolescent selon plusieurs médias. Il faut savoir que même si actuellement de nombreux magistrats informent les victimes de la libération de leur agresseur, ce n'est pas une obligation. C'est à la victime ou à son avocat d'en faire la demande lors de l'audience, relève la Ciivise. La commission appelle à faire évoluer la loi pour rendre obligatoire et systématique l'information des victimes. En apprenant la remise en liberté de leur agresseur, qui habite près de chez elles, certaines victimes déménagent, souligne Solène Ponnevin. Elles doivent se préparer à le rencontrer même sans le vouloir, poursuit-elle, indiquant que 50% des victimes d'inceste font une tentative de suicide. La commission préconise que les victimes puissent avoir accès à des soins gratuits en psychotrauma. Elles doivent pouvoir être protégées et accompagnées toute leur vie, notamment quand le trauma est réactivé. Si le gouvernement a donné un avis favorable à la préconisation de soins gratuits en psychotrauma, la Ciivise demande un calendrier, des objectifs chiffrés et des moyens dédiés. Numéro 6. 3 avril 2024, en Charente. Yann Passabé-Labiste, violoniste français de renommée internationale, a été condamné à du bracelet électronique pour l'agression sexuelle d'une fillette de 10 ans ainsi que pour détention d'images pédopornographiques. Sa belle-mère ne voulait pas le voir. Alors, durant les fêtes de fin d'année 2019, Yann, violoniste international, qui s'est produit partout dans le monde, a trouvé un point de chute chez un ami pianiste à Génac-Bignac. L'escapade charentaise a tourné court. Au cours de la première soirée, Yann a participé à un jeu de cache-cache avec la fille de son ami. Lorsqu'il a trouvé l'enfant, il l'a chatouillée. La fillette de 10 ans a dénoncé des attouchements sur le sexe, les fesses. Dès le lendemain matin, Yann, 46 ans aujourd'hui, a été ramené à la gare par le père de l'enfant qui lui a suggéré de se faire soigner. Interpellé dans la foulée, Yann a remis son ordinateur et son téléphone. À l'intérieur, les policiers ont trouvé 39 fichiers pédopornographiques, notamment des photos envoyées par une enfant japonaise de 5 ans dans des positions très suggestives. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, soit 1 an ferme sous bracelet électronique. Il écope aussi d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans et d'une interdiction d'exercer toute activité avec les mineurs. Numéro 7. 3 avril 2025, dans l'Hérault. Un grand-père à Moggio, accusé d'agression sexuelle sur sa petite fille, a été condamné à du sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier. Lors d'une conversation familiale en avril 2024, une fille confie à son père avoir été victime d'agression sexuelle de la part de son grand-père habitant à Moggio. En effet, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, une jeune femme s'est remémoré certains actes infligés 10 ans auparavant par le compagnon de sa grand-mère, l'homme qu'elle a toujours considéré comme son grand-père de cœur. La victime dénonçant les faits, l'individu a été interpellé et entendu. L'affaire a été jugée par le tribunal correctionnel de Montpellier le mercredi 2 avril 2025. Le grand-père affirme avoir toujours eu beaucoup d'affection pour la victime. Il reconnaît une dizaine d'agressions sexuelles matérialisées par de nombreuses caresses sur la poitrine de l'enfant ainsi que sur son sexe. Le tribunal correctionnel de Montpellier a retenu la culpabilité de l'individu en le condamnant à 15 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans. Durant cette période, il doit respecter
respecter plusieurs obligations, dont une obligation de soins, ainsi qu'une obligation d'indemniser la victime. L'individu a également été inscrit sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Numéro 8, 22 avril 2025 en Seine-Saint-Denis. Une mère de famille du Bourget a été placée en détention provisoire pour avoir délibérément brûlé sa fille de 15 ans après avoir découvert qu'elle apparaissait dans une vidéo à caractère sexuel diffusée à son insu dans son collège. Au départ, il s'agit d'une banale rivalité amoureuse entre adolescentes, une simple histoire de garçon qui va franchement déraper. Tout commence au sein d'un trio de copines, toutes les trois âgées de 15 ans et scolarisées au sein du collège Didier Dora au Bourget. Anna et Alice, les prénoms ont été changés, seraient attirées par le même garçon. Pas vraiment ravie que sa copine convoite son crush, Alice aurait alors décidé de le lui faire payer. Avec l'aide de Cynthia, le prénom a été changé, la troisième copine, elles auraient organisé fin mars un rendez-vous dans une cave avec le garçon en question. L'une d'elles aurait alors filmé Anna en train de faire une fellation, tandis que l'autre se serait chargé de la diffuser sur les réseaux. C'est un cas de revenge porn, c'est-à-dire porno-divulgation en français, un cas loin d'être isolé dans les établissements scolaires. Selon une étude de l'Éducation nationale de 2018, 9% des lycéens avaient déjà été concernés par du revenge porn au cours de leur scolarité. Au sein du collège Didier Dora, la vidéo se propage comme une traînée de poudre sur les téléphones des élèves. Les deux ex-copines vont plus loin en montrant la vidéo à la famille et en particulier aux grands frères qu'elles savent violents, avec un effet immédiat. Le jeune homme aurait roué de coups sa petite sœur, tentant même de l'étrangler sous les yeux des deux adolescentes. Mais les violences ne se sont a priori pas arrêtées là. Selon une source policière, plus tard, la mère d'Anna se serait saisie d'un fer à repasser et aurait tenté de brûler la jeune fille au visage, avant de finalement se rabattre sur un mollet. Le médecin légiste qui a examiné la jeune fille lui a octroyé 10 jours d'ITT. Au collège Dora, alors que la vidéo est passée quasiment entre toutes les mains, une élève finit par alerter l'équipe pédagogique. Anna est convoquée le mercredi 9 avril, c'est alors qu'elle se livre sur ce qui se serait passé ces derniers jours. La vidéo, le comportement de ses copines, les violences intrafamiliales qu'elle subit. Le principal de l'établissement fait alors un signalement auprès du procureur de la République de Bobigny. Convoquée par la brigade locale de la protection de la famille du commissariat de la Courneuve, seule l'une des deux adolescentes se serait présentée et aurait avoué avoir participé à la diffusion de cette vidéo. Les membres de la famille d'Anna ont de leur côté été entendus et placés en garde à vue. La mère d'Anna nie l'avoir brûlée sciemment et évoque un accident. Au terme de leur garde à vue, le vendredi 11 avril, la mère d'Anna et son frère ont été déférés devant le tribunal de Bobigny. Le père, lui, va faire l'objet d'un stage de responsabilité parentale. Si le rectorat de l'Académie de Créteil refuse de communiquer sur les suites disciplinaires données à cette affaire, il rappelle être très engagé et très vigilant sur tout ce qui pourrait relever du signalement au procureur. Il rappelle le protocole en cas de vidéo de revenge porn diffusée au sein d'un établissement. Les élèves auteurs sont convoqués avec leurs parents et des mesures disciplinaires sont prises. La vidéo fait par ailleurs l'objet d'un signalement sur la plateforme Pharos. L'Académie peut également déposer plainte quand la situation l'exige. Numéro 9. 16 avril 2025 en Ille-et-Vilaine, un cyberprédateur récidiviste sur Facebook démasqué grâce à des faux profils de jeunes filles. Il a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs en 2009 et corruption de mineurs en 2011. Aussi, il a récemment travaillé bénévolement pour aider les écoliers à traverser la route devant une école d'Édé Bazouge. C'est avec Emma, 12 ans, que cet homme a d'abord pris contact. Lui en a 58. Il vit en Ille-et-Vilaine et est sans emploi. Caché derrière son profil Facebook, il lui écrit un premier message « Coucou ma belle ». Face à l'absence de réponse de l'enfant, il lui envoie une photo de son pénis. Sauf qu'Emma n'est pas une vraie jeune fille. C'est un des profils virtuels créés par les enfants d'Argus, une association de lutte contre la pédocriminalité. Des profils factices dont le seul objectif est d'appâter et de démasquer les pédocriminels. C'est ainsi qu'un signalement remonte au parquet de Rennes, qui saisit la gendarmerie en décembre 2023. Les gendarmes enquêtent sous pseudonyme, en se cachant à leur tour derrière le profil virtuel d'une enfant de 12 ans. L'homme tombe à nouveau dans le piège, demande à voir le minou de la jeune fille, puis envoie des photos de son pénis. Il lui demande de ne rien dire aux parents. Le prévenu ne nie pas les faits. « J'ai fait des conneries, je sais, je regrette maintenant ». Son avocate évoque une absence totale de connaissance de la sexualité pour défendre son client. Celui-ci a un déficit de capacité intellectuelle qui lui vaut de vivre sous curatelle. Le substitut du procureur précise qu'il a tout de même déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs en 2009 et corruption de mineurs en 2011 et s'inquiète qu'il ait encore récemment travaillé bénévolement pour aider les écoliers à traverser la route devant une école d'Édé Bazouge. Le tribunal a finalement condamné cet homme à 4 ans de suivi socio-judiciaire.
il devra répondre à des injonctions de soins sous peine d'être incarcéré pendant 2 ans. Cette peine est assortie d'une interdiction à titre définitif de toute activité nécessitant un contact avec des mineurs et l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Numéro 10. Pierrefort, dans le Cantal. Philippe Mathieu, maire démissionnaire de Pierrefort, condamné pour agression sexuelle sur mineur. Philippe Mathieu avait volontairement cédé son écharpe de maire en février dernier à l'issue d'un placement sous contrôle judiciaire. C'est lors d'un retour en bus à Pierrefort en mars 2023, après un plateau de football, que ce coach de 61 ans a sévi. Un petit garçon de 9 ans qui se plaignait d'un mal de ventre est venu s'asseoir à côté de lui avant de poser la tête sur sa cuisse, relate un autre éducateur. La main de Philippe Mathieu faisait des va-et-vient sur son ventre. À l'époque, et à la suite de l'ouverture d'une enquête, le maire de Pierrefort est auditionné. Son matériel informatique est saisi, sur lequel du contenu à caractère pédopornographique est identifié. Des faits, les seuls, reconnus et totalement assumés par le prévenu. L'ancien élu s'est vu notifier une inéligibilité de 5 ans et son inscription au FIJAIS. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aurillac à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire pour agression sexuelle sur mineur dans le cadre de son activité d'éducateur sportif et pour détention d'images pédopornographiques. La peine ferme sera aménagée. Numéro 11. 17 avril 2025, Montélimar dans la Drôme. Éric Dodane, ancien entraîneur de gym à Montélimar, condamné. À Valence a eu lieu le procès d'Éric Dodane, 56 ans, entraîneur de gymnastique et coprésident du club de Montélimar et déjà condamné par le passé pour détention de pédopornographie, pour corruption de mineurs et agression sexuelle. Le tribunal correctionnel de Valence a condamné Éric Dodane à 5 ans de prison ferme pour corruption de mineurs sur 22 jeunes qui l'encadraient à Montélimar et agression sexuelle sur 3 d'entre eux. Il a également l'interdiction définitive de se rendre à Montélimar, d'entrer en contact avec les victimes, interdiction d'exercer des activités professionnelles ou bénévoles susceptibles de le mettre en contact avec des mineurs. Sa peine de prison est assortie d'un suivi judiciaire pendant 5 ans. Il a obligation de se soigner et d'indemniser les victimes. Le second prévenu, Élie F., une des premières victimes d'Éric avant de reproduire le schéma avec des jeunes du club une fois majeur, a également été reconnu coupable de corruption de mineurs. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, avec une période probatoire de 3 ans, ainsi qu'une obligation de soins, de travailler, d'indemniser les victimes. Il a interdiction de contacter les victimes et interdiction d'exercer une activité en lien avec des personnes mineures pendant 5 ans. Il a prévu de faire appel, mais cet appel n'est pas suspensif. La procureure décrit une stratégie en plusieurs étapes. Première étape, le bon coach. L'homme de confiance va devenir un papa, un vrai, toujours à l'écoute. Il devient leur confident, bienveillant. C'est ce qui lui permet d'avoir la main mise. Puis elle décrit la suite de la stratégie. Deuxième étape. En finesse, durant les cours de gym, avec des gages en cas d'échec. Si tu loupes, tu enlèves un t-shirt, un short. La troisième étape, c'est l'envoi de messages à caractère sexuel. Puis la quatrième étape sont des soirées jeux dont il a inventé les règles. Déshabille-toi, embrasse un tel. Et lui, il le regarde. C'est l'aboutissement de tout ce qu'il a instauré. Et parfois, ça va plus loin, puisqu'il faut toucher pour continuer à prendre du plaisir. Concernant Elief, la procureure a, dans son réquisitoire, indiqué qu'il a reproduit la stratégie de l'entraîneur. Pour elle, de la corruption naît la déviance, et il en est la parfaite illustration. Troisième partie, suivi d'affaires. Tout d'abord, l'affaire de la petite Léa. Numéro 12. Léa, 2 ans, tuée par un adolescent placé en famille d'accueil. La famille attaque le département du Nord en justice. La famille de Léa, qui avait 2 ans en 2018 quand elle a été tuée dans le Nord, souhaite que la responsabilité du département du Nord soit reconnue dans ce drame, alors qu'elle l'avait alerté sur la dangerosité du meurtrier, un adolescent qui était placé chez elle et qui, depuis, était sorti de prison. Si on nous avait écoutés à l'époque, cela ne serait pas arrivé. La famille de Léa a engagé une procédure à l'encontre du département du Nord devant le tribunal administratif de Lille. Elle dénonce les défaillances de la collectivité ayant conduit au meurtre de leur petite fille Léa en 2018. Léa avait 2 ans et demi lorsqu'elle a été sauvagement tuée de 22 coups de couteau à Mérieux dans le Nord par un adolescent de 14 ans, Florian, dont Alain et Marie-Christine Marmignon, les grands-parents de la victime, avaient la charge en tant que famille d'accueil.
Depuis, le jeune meurtrier condamné à 8 ans de prison en 2019 a été libéré à la faveur d'une remise de peine. Mais la famille continue son combat, pointant des défaillances des services départementaux en charge de l'aide sociale à l'enfance. Deux requêtes ont été déposées devant le tribunal administratif de Lille. L'une l'a été au nom des grands-parents de Léa le 2 mai 2022 et une autre le 14 avril 2024 au nom des parents de la petite fille. Ils veulent que la responsabilité du département soit reconnue et que cette décision fasse jurisprudence, car la famille de Léa avait alerté à plusieurs reprises sur la dangerosité du meurtrier, mais ceci en vain. La famille Marmignon était la deuxième famille d'accueil du meurtrier de Léa. Il avait été placé chez nous pour manque d'hygiène et carence affective, retrace Alain Marmignon, qui a accueilli l'adolescent de 2015 à 2018. Il en voulait à ses deux familles d'accueil, alors qu'il n'a jamais manqué de rien. Fin 2024, le meurtrier de Léa a été libéré après 6 ans de détention à la faveur d'une remise de peine. Il avait été condamné à 8 ans de prison par le tribunal pour mineurs d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à l'époque, vous avez le lien dans la description. Sa libération renforce la détermination de la famille à faire changer la loi. Ce n'est pas normal qu'il n'ait pris que 8 ans. Il faut revoir cette excuse de minorité, lâche Alain, qui admet en vouloir à la justice. Un mineur poursuivi pour meurtre sur mineur, donc moins de 15 ans, encourt habituellement 20 ans de réclusion criminelle. Mais dans ce dossier, les experts avaient unanimement conclu à la grave altération de ses facultés mentales, ce qui ramène à 13 ans la peine encourue. Au-delà du drame de la petite Léa, l'avocate de la famille estime que la violence en famille d'accueil est un problème national. Un drame se produira, estime l'avocate. Car les enfants placés en famille présentent de plus en plus de troubles psychologiques. Certains devraient être en pédopsychiatrie et non en famille d'accueil, dont 90% d'entre eux sont des assistants familiaux violentés par les enfants qu'ils accueillent. Riaumont. Numéro 13. Depuis le choc médiatique de l'affaire Betaram, la parole se libère et de nombreux témoignages racontent les violences physiques, sexuelles ou morales subies par les enfants dans d'autres établissements privés catholiques. Paul Gasnier et Juliette Pellerin se sont intéressés à cet établissement catholique dit traditionnaliste, le village d'enfants de Riaumont. Je vous laisse donc le lien dans la description pour visionner tranquillement cette vidéo. Ce sera sûrement un sujet à part entière. Un jour, quand j'aurai le temps. Betaram. Numéro 14. Révélation d'Hélène Perlan, fille de François Bayrou. Dans un entretien au magazine Paris Match, Hélène Perlan, fille de François Bayrou, révèle avoir été victime de violences lors d'un camp d'été organisé par la congrégation des frères de Betaram, à laquelle l'établissement catholique Notre-Dame de Betaram appartient, tout en assurant ne pas avoir parlé de cette agression à son père. Elle y évoque un passage à tabac par le père Lartiguet, en bonne et due forme, alors qu'elle était âgée de 14 ans. Elle précise, Betaram était organisé comme une secte ou un régime totalitaire exerçant une pression psychologique sur les élèves et les enseignants, pour qu'ils se taisent, accuse également cet ancien élève de l'établissement. Plus tôt dans le mois, un ancien gendarme et un ex-juge qui ont enquêté sur la première plainte pour viol ayant visé un religieux, le père Lamas, ont indiqué que François Bayrou était intervenu dans cette affaire. Des propos fermement démentis par le Premier ministre. François Bayrou, actuel maire de Pau et ancien député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, continue à nier avoir eu connaissance dans le passé des agressions physiques et sexuelles dénoncées aujourd'hui par plus de 200 anciens élèves de l'établissement.